Imagine, t'es à l'entraînement, t'es au gym, mercredi soir, tu fais ton entraînement, t'arrives sur la fin de l'entraînement. C'est pas le pire que t'aies fait, un truc raisonnable. Et t'arrives sur une fin d'entraînement où tu essaies de finir, t'es cuit, mais tu te dis ça va. T'as connu pire. Jeudi, tu fais une séance, je sais pas, épaules un peu raides, normal. Vendredi, tu fais une séance de force qui était prévue. Tu te pointes, tu commences ton échauffement, et là, tes charges habituelles te paraissent lourdes. Bon, vraiment lourdes. T'arrives à 80% et tu galères. Tu te dis que t'es fatigué. Tu poses la barre. Bref, samedi. Tu te lèves, t'es rouillé. Tu mets 1 heure à te sentir vraiment réveillé. Et là, tu commences à te dire le truc que tout le monde se dit autour de toi, je vieillis. Je prends de l'âge. Sauf que t'as peut-être 32 ans, 30 ans, 40 ans. Et il y a 18 mois, cet entraînement, tu l'enchaînais et tu faisais une force le lendemain et sans broncher. Ça allait bien. Aujourd'hui, je vais te dire ce qui se passe réellement. Oui, on vieillit. C'est pas l'âge, mais c'est un truc qui est beaucoup plus précis que ça et qui est mal connu. On s'imagine qu'avec l'âge, ça peut être problématique. Mais des fois, certaines personnes commencent tard leur expérience et ont une meilleure évolution que quelqu'un qui est là depuis un moment, certes, mais qui a démarré plus tôt et qui est peut-être même moins âgé. Et pourquoi? C'est bizarre. La personne est plus âgée à côté, elle a peut-être 10 ans de plus. Mais elle a commencé plus tard. C'est pas l'âge qui joue là-dessus, c'est autre chose. Et c'est un truc qui est beaucoup plus précis. Et on va en parler aujourd'hui, c'est l'épisode du jour. On va parler un petit peu plus mécanique, un peu plus technique. On a un gros épisode ensemble, on va en profiter. C'est beaucoup plus réversible que ce que vous pensez. Alors, il y a des signes, effectivement, avant qu'on parle de la suite. Déjà, le premier signe, c'est bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on parle de sport, de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Alors, avant de t'expliquer pourquoi, aujourd'hui, je veux qu'on parle de la base, les signes, c'est-à-dire parce que si je te parle de système nerveux, d'éléments techniques, de fibres, etc., sans que tu reconnaisses vraiment la situation de base, bah, ça va te paraître très théorique. L'idée, c'est de pas faire un cours magistral aujourd'hui, je suis pas là pour ça. L'idée, c'est de vous donner d'abord les signes et de comprendre ce qu'il y a derrière. Les signes, globalement, principaux, il y en a 6, que je vois, bien sûr, chez les sportifs hybrides, sport hybride, crossfit, etc., mais on les retrouve aussi en musculation. Et ça crée une bascule. Pas dans l'ordre, mais plutôt par fréquence. On va les traiter comme ça aujourd'hui. Fréquence d'apparition. Signe numéro un, c'est des mouvements qui demandent un poil de technique, mais pas non plus trop. Et ça peut partir en cacahuète. Alors là, forcément, je parle un peu plus aux hybrides. Mais si on prend un exemple, les double unders, les doubles sauts de corde. C'est pas le truc le plus dur au monde, mais techniquement, ça peut partir en steak. Et admettons que tu savais les faire, tu sais les faire, t'en fais depuis des années, t'enchaînes 30, 40 reps, parfois plus. Alors on parle de double unders dans notre exemple, mais ça peut être un autre mouvement, bien sûr. Des mouvements qui demandent un peu de technique, qui sont pas innés comme ça, hyper mécaniques. Mais voilà, t'en fais depuis un moment, t'en fais depuis des années, t'en passes historiquement plein, 30, 40, parfois plus. Et un jour, tu commences une série, et là, tout va bien, et voilà, 20e rep, ça part en cacahuète, ton timing il part. Tu te dis que t'es pas dans le truc aujourd'hui, tu reprends, tu butes dedans, recoupure après, t'en enchaînes 5, tu recoupes, t'en enchaînes 7, tu recoupes. Bref, techniquement, tu sais le faire. Ton cardio, il est à peu près ok, ça s'emballe peut-être un peu. Tes mollets, ils sont pas explosés, donc c'est pas le saut le problème. Mais ton timing, il est mort. T'arrives pas à rentrer dedans. Et ce que tu vis là, c'est pas forcément un problème technique, parce qu'en soi, la technique, tu sais la faire. Ça peut être lié à ton système nerveux qui n'arrive plus tout simplement à se coordonner. Et donc la séquence ici, saut, rotation, réception, elle est enchaînée sous fatigue, donc c'est plus compliqué. Et le double under, bah, dans notre exemple, c'est probablement un truc exigeant nerveusement sur tes entraînements, alors qui demande un timing à la milliseconde, sur une boucle saut, rotation, poignet, comme je disais. Mais ton système nerveux, lui, il est pas OK.
il a sous-récupéré, il n'est pas capable de se concentrer, de mettre la capacité à ce moment-là. Et c'est le premier truc qui craque. Avant tes squats, avant tes pulls, avant même des fois autre gestion, et ça va être le timing. Et si tu galères sur des mouvements comme ça, alors qu'avant t'arrivais à les enchaîner, ça c'est un premier signe. Alors aujourd'hui, forcément on parle de vieillissement, mais en soi il y a d'autres phénomènes qui sont sous-jacents. Donc c'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est pas juste je vieillis, c'est une mauvaise réponse. Il y a plus d'autres choses qui sont liées à ça. Donc là ici on a notre système nerveux. Et ce que ton système nerveux il te dit à ces moments-là, c'est excuse-moi, frérot, je suis pas dispo. Veuillez rappeler, je suis pas dispo pour ce niveau de précision aujourd'hui. Ça va pas le faire. Deuxième signe que vous pouvez retrouver, c'est de la force lenteur. Alors, ce que j'appelle de la force lenteur, globalement, vous faites un mouvement qui demande de la force de la patate. Par exemple, on va prendre un épaulé power, un power clean. Le poids sur la barre, c'est peut-être ton poids habituel, un poids que tu connais, que tu as répété de nombreuses fois. On peut partir d'un squat aussi, par exemple. Squat avec un poids de base que tu connais, tu as répété de nombreuses fois, c'est pas non plus un poids faramineux. Et tu mets peut-être même un peu moins. Et tu te lèves, mais tu te lèves vraiment, c'est dur. C'est-à-dire que ta charge, tu la tires avec complexité, alors que c'est pas non plus magique ce que tu es en train de porter aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui cloche du coup. Tu as l'impression de tirer peut-être à la force de tes bras, à compenser quelque part. La barre, elle va monter, mais elle monte lentement. T'as plus cette sensation, tu l'as plus vraiment, cette sensation d'explosivité, où ça part un peu comme un coup de feu. Pam, j'ai ma rep. Et sur un mouvement olympique, par exemple, j'ai cité le power clean, ça se traduit par un je suis en train de ramer. Sur un saut où c'est le ressort qui est pas là, il n'y a pas trop de saut. Tu sautes, mais tu te sens lourd. Sur un sprint, c'est tes 10 premiers mètres, tu mets une plombe à te mettre dedans. Ce que tu vis, c'est de la perte de vitesse. Et ça, c'est un autre élément. Du coup, perte de vitesse de recrutement des fibres, et les fibres de type 2 principalement, celles qui font ton explosivité. Et à ce moment-là, elles ont besoin que le signal nerveux soit rapide, synchronisé et disponible. Sauf que, bingo, ton système nerveux, il est en dette à ce moment-là, il n'arrive pas, il met plus de temps à recruter. Le muscle, il est là. Le muscle, il est là, vous n'êtes pas perdu du muscle. Tes fibres, elles n'ont pas disparu en quelques semaines. Mais le câblage qui leur dit hey, allume-toi, mets l'électricité, ça le fait pas. Tu vois, imagine un peu, tu t'es trompé d'ampoule un jour dans ta vie, tu veux changer une ampoule, tu as pris la mauvaise ampoule qui correspond pas exactement avec la patate que tu as disponible pour mettre cette ampoule-là, tu vas voir, elle va s'allumer une seconde. C'est un peu ça. C'est là, mais c'est pas là. Il y a une réactivité qui n'est pas présente. Et c'est ce que nous, en prépa physique, on appelle la fatigue de coordination intramusculaire. C'est un signe qui est un peu sous-estimé, parce que tu peux toujours soulever ton poids, en fait. Donc, techniquement, on a tendance à dire, ouais, il y a de la capacité, sauf que, ouais, ça va, t'es fort, mais t'as plus l'explosivité et la réaction qui va avec. Et l'explosivité, c'est ce qui part en premier. Et du coup, ça peut bloquer. Troisième signe que vous allez retrouver, c'est 48 à 72 heures de récupération que vous allez des fois avoir besoin pour récupérer d'un truc qui a été difficile, comme un Metcon par exemple. Admettons, vous avez fait un Metcon mardi soir. Pas un truc de fou non plus, je sais pas, vous n'avez pas fait un Murph ou un Aerox, bref, un truc normal de 15-20 minutes. Mercredi, vous sentez la fatigue, ok. Jeudi, vous dites allez, je vais y aller, c'est bon, je peux y retourner, vous commencez votre échauffement, et tu sens que tu es déjà à 70% à l'échauffement. Genre, c'est déjà compliqué, pas dans tes jambes, partout. Genre comme si tu étais sous un voile, un peu comme si tu étais dans une bulle et que tu n'arrivais pas à l'exploser cette bulle et aller au-dessus. Et tu te forces, tu fais ta séance, tu finis lessivé, t'as tenu moins longtemps que d'habitude, et t'es encore à genre 80% de ce que tu penses capable de faire. Et samedi, rebelote, tu reprends, t'es revenu, et ce que t'es en train de vivre, euh, c'est de la complexité. C'est quand même difficile là, cette semaine. C'est pas forcément de la fatigue musculaire, du coup, ce qu'on observe ici. La fatigue musculaire, déplétion du glycogène, micro-lésions, etc., ça se résout. Mais ça va pas te prendre plus de 24-36 heures max, malgré le fait que tu vieilli. Avec du sommeil et de la bouffe correcte, bien sûr. Toute
Toutes conditions égales par ailleurs. Mais si t'es à 72 heures, tu galères, t'es encore en dessous des capacités, bah là, c'est que c'est ton système nerveux qui pose souci, ton système nerveux central, qui n'a pas fini sa récupération, qui n'est pas capable à ce moment-là d'y aller. Et il faut encore comprendre un truc, c'est que un Metcon qui coûte beaucoup plus cher nerveusement euh, en général qu'une séance de force pure ou de recrutement musculaire. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que oui, je vais faire une séance squat, bench, deadlift, ça va me flinguer et après je vais plus être en capacité de faire mes Metcon. Au contraire, un Metcon, même envoyé pas à fond mais à 80%, c'est plus taxant nerveusement souvent qu'une séance de force pure de recrutement. Un squat lourd, 5x5 par exemple, c'est bon, 45 minutes de séance avec un bon échauffement, je prends mon temps, je monte bien dans mes séries, je mets 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes de repos entre les séries. Ton système nerveux, il va encaisser, on est d'accord, je dis pas que c'est gratuit, mais c'est des pics qui sont très courts. Il récupère partiellement pendant les pauses qui sont là pour ça. Alors qu'un AMRAP, je sais pas, de 20 minutes, donc as many reps as possible, autant de reps que possible pendant 20 minutes, c'est 20 minutes de stress nerveux, mais en continu. Même si t'es pas totalement à fond et t'es à une bonne intensité et que tu t'envoies quand même sans pause, bah là ici t'as potentiellement de la charge, t'as aussi du cardio, t'as peut-être un peu de technique en simultané, et bah tu cumules tout à ce moment-là. T'as un recrutement qui est max, l'acidose lactique elle est présente forcément, elle altère aussi ta transmission nerveuse, et ton cortisol à ce moment-là il va flamber à l'instant T, mais aussi après. Et c'est pour ça qu'un crossfitter, quelqu'un d'hybride, etc., il va payer un loyer nerveux qui est globalement quand même plus élevé que quelqu'un qui fait la muscu, et un powerlifter aussi. Parce que lui, il va le cycler intelligemment et bien placer son nerveux au bon moment. Et à un volume horaire équivalent, ça nous donne ça. Ça nous donne cette inégalité-là. Alors qu'on pourrait se dire que, bah non, justement, quelqu'un qui va faire du power, bah non, nerveusement, lui, il se démonte la gueule. Au contraire. Et c'est pour ça que la récup d'un Metcon, elle est presque toujours sous-estimée. On a tendance à dire, ouais, c'est le petit WOD de fin de séance, etc. No. Signe numéro 4. Le point suivant, c'est le fait que vous dormiez, mais que ça ne suffise pas à récupérer. Comment ça? Tu dors tes 7-8 heures, tu dors bien, sur le papier, ça va. Tu as un niveau de sommeil qui est correct. Sauf que, quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Euh, pas le pas un matin où je sais pas t'as veillé tous les matins, pas un dimanche matin tu t'es réveillé, t'as fait un peu la bringue et oui t'es fatigué. Non, tous les matins tu as ce sentiment là alors que t'as quand même pas mal dormi en termes d'horaire, et tu mets un quart d'heure, 30 minutes à émerger pour être bien réactif. Tu prends un café, t'en prends peut-être deux dans la journée parce que tu te dis franchement là je suis dans le pâté, et même comme ça t'as toujours cette sensation d'être un peu à plat, pas malade, pas vraiment fatigué mais pas frais non plus. Ce que tu vis, c'est probablement une perturbation du sommeil profond. Et la phase 3 du sommeil ici, qui est extrêmement intéressante, elle est altérée et elle n'est plus aussi réparatrice. Le sommeil n'est plus aussi réparateur que ce qu'il était censé l'être à la base. C'est pourtant cette phase qui vous assure 3 points. La première, c'est une bonne récupération nerveuse. La deuxième, c'est la libération de la GH, donc hormone de croissance. Et ensuite, la régulation du cortisol pour le lendemain. Donc moins de stress, moins fatigué et rebelote, ce qui nous crée un cercle vicieux qui nous amène à être stressé, fatigué, stressé, fatigué, stressé, fatigué. Et ça, c'est une boucle qui s'auto-alimente. Ça, c'est le pire. Et le problème, c'est que cette boucle alimentée par un cortisol élevé en fin de journée, elle perturbe notre phase de sommeil profond, soit à cause du stress professionnel, stress social, des choses qui peuvent arriver dans votre vie qui vous amènent potentiellement du stress, ou par l'utilisation de scroll sur les réseaux sociaux, ou XY. Et soit à cause aussi peut-être d'un entraînement trop tardif ou trop intense, qu'on vient de citer. Tu rentres bien dans ton sommeil profond, lui par contre, il est haché, il fait des cycles complets, mais en surface. Il va pas plonger en profondeur. Du coup, la récup, elle est faite à moitié. Conséquence, peut-être t'as fait 8 heures de sommeil, mais t'en tires pas une vraie phase profonde où t'aurais récupéré à fond. En fait, c'est un peu comme si tu te branchais, tu branches ton chargeur, tu veux charger ton tel, mais tu l'as pas chargé à fond, et tu l'as pas mis à fond. Et cette différence qui fait que ton chargeur n'est pas à fond dans la prise, elle nous crée un demi-chargement. Donc tu cumules ça, de semaine en semaine, et ta dette nerveuse, elle s'installe.
Et pourtant, t'as pas fait des nuits blanches, hein. Le signe numéro 5, c'est votre motivation qui est assez fritée. Alors ce signe est forcément lié au signe précédent, puisque bah, forcément les signes précédents peuvent nous amener moins de motivation. Mais avant, tu prenais du plaisir à pousser à la salle, à y aller tout simplement, tu étais déter à y aller. Là, tu te forces un peu limite, parce que c'est compliqué, tu y vas parce que tu es discipliné, parce que c'est une habitude. L'envie, par contre, elle est plus trop là. Tu te demandes même parfois si t'aimes encore ça, si c'est le bon sport pour toi. Et c'est là que beaucoup font une grosse erreur. Ils l'interprètent comme un problème mental. J'ai un problème là. Je suis pas assez motivé, je manque de discipline, j'ai besoin de retrouver mon why, mon pourquoi. Il faut que je parte dans telle body positivity. Ok, je vais pas crier sur XY. C'est faux dans 80% des cas. La baisse de motivation chronique chez les sportifs réguliers, c'est un signal souvent qui est physiologique. Et ici, notre système nerveux sursollicité, il nous amène à baisser notre niveau de neurotransmetteurs qui est lié à la récompense. Et donc, on a une dopamine, notamment ici citée, qui va plus être suffisante et qui va plus nous amener autant de motivation qu'auparavant. Et ton système et ton cerveau, il va te protéger. Il anticipe que l'effort va être coûteux, il connaît un petit peu, hein. Le corps, c'est quand même bien foutu. Et il va baisser le carburant motivationnel pour t'empêcher d'y aller à fond. Avoir aussi un petit peu peur. Parce que tu te crois flemmard, alors qu'en réalité, c'est plus un signal d'alarme qui est présent en toi. Et c'est exactement à ce moment-là que les gens, ils en rajoutent. Et ils disent, ouais, il faut que je serre les dents, et ils s'enfoncent dans les problèmes déjà présents. Signe numéro 6, et on terminera sur ce dernier signe du coup, c'est les petites blessures qui traînent. Alors je l'ai mis en 6, mais en vrai, ça peut remonter le classement. Une tendinite au coude, par exemple, un truc qui arrive souvent. Une tendinite au coude qui dure 6 semaines au lieu de 2. Un truc dans le bas du dos qui revient une séance sur 3 ou à chaque fois que tu as une séance lourde. Une douleur d'épaule qui s'installe, mais tu t'y fais un petit peu, sans drame. Et ça part jamais vraiment, ces douleurs-là. Ce que tu vis, c'est le signe le plus tardif. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 6. Mais c'est aussi le plus parlant. La qualité de tes tissus, que ce soit tes tendons, tes fascias, tes ligaments, elles dépendent directement de ta récupération hormonale, mais aussi, bien sûr, lymphatique, au niveau de la circulation lymphatique. Et quand le système nerveux, comme on disait, est en dette chronique, bah, tu as une synthèse du collagène qui ralentit, d'où le fait que on ait fait cette connexion-là avec le fait de supplémentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je ne partirai pas sur un débat sur le collagène, mais on a principalement une de ces raisons. Ensuite, on a l'inflammation de bas grade qui va s'installer. Ça, c'est le côté pas très cool. Et le système parasympathique, lui, qui assure normalement la phase de réparation, il a plus assez de fenêtres, il a plus assez de capacité pour faire son travail complet. Et résultat, vous avez des tissus qui accumulent des micro-traumas plus vite, alors qu'ils ne les réparent pas assez en conséquence. Donc, on se baisse pas forcément brutalement ici, mais on s'use lentement. On est plus sur une usure et un manque de récupération qui nous amène à ces douleurs. Et si tu mets ça sur le compte de l'âge ou de la malchance, ils disent ouais, c'est normal, maintenant j'ai 40 ans, en réalité c'est faux. C'est faux parce que c'est les autres éléments qu'on a cités jusqu'à maintenant aujourd'hui qui nous ont amenés là. Mais c'est pas une conséquence directe de j'ai 35 ans, hop, il y a un signal qui s'allume et c'est comme ça. C'est une conséquence directe plutôt de votre état nerveux. Et si votre état nerveux à ce moment-là ne va pas, vous avez vu tout ce qui en découle aujourd'hui. Beaucoup d'éléments. Hein. Et un kiné expérimenté, quelqu'un de qualifié, un kiné du sport en général, il vous le dira toujours. Un sportif qui a 3 blessures chroniques en même temps, c'est presque jamais de la biomécanique mûre. C'est presque jamais bioméca, c'est souvent un problème de système nerveux. Et c'est pour ça que les bons kinés en général, comme Corentin Mesterlin qu'on a reçu ici, si jamais vous passez par Strasbourg, je vous le conseille, il vous pose un questionnaire de départ, il vous pose plein de questions sur votre vie, mais c'est typiquement pour aller chercher ces éléments-là. Donc il y a un petit peu ce piège de je vieillis. Alors il y a une réalité, mais vous avez tous ces signes qui sont beaucoup plus importants en termes d'explication, et en fonction, les gens réagissent différemment. On observe forcément des réactions différentes chez les gens. J'en ai récupéré 3 grandes que j'observe le plus souvent. Il y en a d'autres, mais c'est celles qui correspondent à la majorité des gens. Et pour moi, il y a un piège dans chacune.
Moi, le premier, hein, j'ai été dans la première pendant 2 ans. Je l'ai fait, mais je l'ai fait très jeune. Et en fait, j'ai très vite appris de mes erreurs hein, là-dessus. Donc à l'époque, je faisais du handball à bon niveau. À chaque fois que je revenais sur le terrain, je m'étais déjà blessé une fois, je revenais, etc. Mon genou, ça allait pas. Ça allait pas. Et je voulais jouer. Je venais d'avoir 18 ans, je voulais jouer des matchs. En fait, j'empirais la situation. Et ça, du coup, sur 2 ans, je l'ai cumulé. Et j'ai pas voulu totalement transitionner et prendre soin de moi. Et j'ai fait l'erreur du serrage de dents. Bizarre comme titre, mais c'est ça. Première réaction, c'est ça. Si on prend un autre profil, donc on prend pas forcément moi, on va prendre un profil typique. Quelqu'un, un mec, allez hop, il a 30-38 ans. Le gars est discipliné, il construit son identité autour de la rigueur d'entraînement. Beaucoup de personnes quand même. Et quand il sent les signes qu'on a cités, sa lecture, ça va être plutôt ouais, je ramollis là, faut que je tienne. Sa réaction, c'est il rajoute de l'intensité, il met peut-être plus de poids, il enchaîne 5 séances par semaine au lieu de 4, il ne veut pas réduire, il fait peut-être du jeûne intermittent en plus, il veut remettre du cadre et qu'est-ce qu'il va faire bah, ça veut dire qu'il va se mettre à acheter des compléments pré-workout plus dosés. Il dort moins parce que bah faut bosser tôt. Ce qui se passe en 6 mois, bah, c'est quoi? C'est que ses perfs, elles vont soit stagner, soit elles vont dégringoler, elles vont baisser. Il va prendre une vraie blessure dans les dents. Et souvent, bah, il y a quelque chose qui va le sortir au bout de 6-8 semaines. Et pendant l'arrêt, il se rend compte qu'il est vidé, il déprime un peu parce que ça va pas. Il a pas réussi à trouver une solution et du coup il a l'impression que la situation elle est bouchée et que c'est la catastrophe. Il met ça sur le compte de la blessure et potentiellement de l'âge. Et ce qu'il prend pour une déprime de blessure, bah, c'est juste son système nerveux qui se vide enfin et que de son cortisol qu'il a accumulé, donc le fameux cercle vicieux qu'on a cité tout à l'heure. Alors du coup, le serreur de dents, le serrage de dents, le serreur de dents, on l'appelle cet homme de 38 ans, c'est un peu le profil qui paye le plus cher les erreurs de lecture. Parce que ici, le mental est plus fort que les signaux. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement butée qu'elle a dépassé le niveau des signaux physiologiques qui étaient présents. Des fois, il y a des gens, ils tiennent dans cette situation longtemps, ils tiennent des mois en serrant les dents. Des fois, ils se rendent même pas compte, enfin, c'est souvent ça, hein, ils se rendent même pas compte qu'ils sont vraiment en train de serrer les dents et de forcer, quoi. Et le problème, c'est que pendant ces mois, bah, ils sont en train de détruire la base sur laquelle ils voulaient performer, sans doute pour les 15 années suivantes. Ça les enquille pour toute la suite. Là, on a une situation qui est très dommageable. Ensuite, on a le deuxième type de réaction, c'est le déserteur. Là, ici, je sais pas, on va prendre quelqu'un de 35-45 ans, qui a un peu moins d'identité fitness peut-être que la personne 1 qu'on a citée, mais qui a plus un sens des responsabilités pro et familiales. Quand il sent les signes, lui, sa lecture, ça va être plutôt je vieillis, il faut que je l'accepte. Et la lecture pour ces personnes-là, du coup, qui nous est tout à fait liée à l'âge, sa réaction, ça va être je baisse en intensité, je passe en entraînement santé, training santé, je fais des séances faciles, je fais du cardio modéré. Pour lui, c'est j'écoute mon corps. C'est-à-dire, j'écoute mon corps à ce moment-là, donc ça veut dire il fait plus de metcon, il travaille plus de charges lourdes, il fait du full body régulièrement à 60% du max. Et ce qui se passe pendant 6 mois, et ben, au bout de 6 mois d'observation, c'est quoi? C'est il va perdre des fibres rapides. Sans stimulus explosif, bah, je suis désolé. La réalité, c'est que vos fibres rapides, elles se déconditionnent en 3-4 semaines, ça va quand même assez vite. Il va perdre en force max, parce qu'il a plus de stimuli sur des charges lourdes régulières. Sa coordination intramusculaire, elle est plus sollicitée, donc ça va baisser. Et il va prendre du gras. Pourquoi? Parce que sa dépense énergétique, elle a chuté, avec tous les ajustements qu'il a fait, à moins qu'il n'ajuste son alimentation à la baisse. Il n'a plus la même dépense calorique. Et 6 mois plus tard, ce profil-là, techniquement, on l'a appelé le déserteur, mais en réalité, c'est pas un déserteur, il a adapté. Et ben en réalité, bah, il a le physique et les capacités qu'il aurait eu à 50 ans. En ayant continué intelligemment,
à sa guise. Et en fait, en pensant qu'il se protège, en réalité, il est en train d'accélérer son vieillissement, lui. Donc lui, à la différence, il se soigne, certes en partie, mais il va se rajouter 5-10 ans de vieillissement supplémentaire sportif, en faisant, entre guillemets, pas assez. C'est-à-dire que l'adaptation, elle a été trop importante et trop généralisée. Ça, je l'observe souvent. C'est des gens qui reviennent vers moi, qui j'ai déjà coaché avant, parce que bon, moi je commence à coacher depuis un moment, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et j'ai des gens, je les ai eus en coaching sur les premières années. Donc, je les ai eus il y a 10 ans sur mes suivis. Et je les ai re-eus il y a peut-être cette année ou il y a 2 ans. Donc, je ne citerai pas de nom, mais ils vont peut-être se reconnaître. Et eux, entre-temps, ils ont fait exactement ça. Ils ont supprimé le cardio, plus de charges lourdes, que des charges légères full body, que du 60%. Et du coup, ils ont perdu tous ces éléments qu'on a cités. Ils ont plus de fibres rapides, perdu de la force max, et ils ont pris du gras entre-temps. Avec tout ce qu'on a cité, bah ouais, forcément, tu te dépenses moins, t'as pris. Pourtant, tu t'entraînes peut-être autant de fois qu'avant. Peut-être que tu t'entraînais 3 fois, et maintenant tu t'entraînes toujours 3 fois, mais tu as adapté de la façon dont on a cité. Et ben, je suis désolé, oui, c'est quand même effectivement moins bien en termes de dépenses et aussi en termes de recrutement général. Et donc oui, même avec l'âge, il faut stimuler les charges lourdes. Le troisième, je vais appeler ça le bricoleur. La troisième personne, c'est quelqu'un qui fait du bricolage avec son programme. C'est une personne qui lit plein de trucs, qui passe son temps à lire les réseaux sociaux, tout ça, à regarder les dernières techniques, etc., qui suit plein de comptes, qui a entendu parler de récup, de HRV, de zone 2, il veut tout mettre en place. Et quand lui, il sent les signes, sa lecture, c'est « Ah, faut que j'optimise là, faut que je fasse mieux là, faut que j'optimise ». Et la réaction, c'est souvent qu'il va alterner des séances de déload tous les mois, déload mensuel. Clin d'œil à ceux qui font ça sérieusement. En tout cas, je parle surtout aux coachs qui font ça, je trouve que c'est une honte. Bref, on continue. Il achète un sauna infrarouge. Voilà. Ok, ça marche. Ça coûte plus de 1000 balles. Il prend de la créa, du magnésium, de la ashwagandha. Il se met à acheter tous les compléments possibles. Il en a 10 par jour. Il mesure son HRV chaque matin. Il fait de la zone 2 le dimanche. Il change de programme toutes les 6 semaines. Et le problème, même moins que 6 semaines, souvent 4-6 semaines, parce qu'il faut des loads, les gars. Il faut faire un déload tous les mois. Là. Et le problème, c'est que lui, il va rajouter tellement d'outils qu'il va pas toucher les vrais leviers qui nous intéressent, qui sont souvent les leviers principaux. Il va tellement complexifier sa structure d'entraînement qu'il va juste mettre des pansements par-ci, par-là. Alors que l'eau, elle est en train de fuiter à gogo, je mets des pansements pour combler les trous. Et sur un entraînement qui reste fondamentalement trop coûteux en système nerveux, on a bricolé autour de ça. Et il garde 5 séances, 4 séances, 3 séances par semaine intenses. Et ce qu'il pense, c'est compenser avec des compléments, un sauna, regarder la HRV tous les matins. Et ce qui se passe au bout de 6 mois, c'est que cette personne, très souvent, elle a stagné. Elle a dépensé encore plus d'argent en gadgets, etc., en équipement à gogo. Et elle est encore plus stressée qu'avant. Et surtout, elle se met à mesurer de tout. Elle passe son temps à tout observer en espérant limite qu'il y ait un miracle qui apparaisse du jour au lendemain. Le bricoleur, c'est un peu le piège moderne, je trouve. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les conseils, etc., qui vont dans tous les sens, on a tendance à acheter plein de trucs, à passer son temps à essayer X, Y méthode sur très peu de temps, et croire que on peut optimiser tout, alors que c'est pas forcément quelque chose qui nous convient à nous, à notre situation. Et en vrai, l'optimisation, elle a une certaine limite où, à moins d'être un sportif professionnel, il n'y a pas vraiment l'intérêt à le faire. Donc, là, ici, il n'y a aucune, on va dire, de ces 3 réactions qui marchent. Je suis désolé. Ce ne sont pas les bonnes réactions. Pourquoi ? Déjà parce que tous les 3, elles ignorent la vraie cause. Elles traitent les symptômes. On va traiter de l'intensité, on va traiter de la récupération, acheter des gadgets, mais on ne s'attaque pas à la structure elle-même et aux vrais problèmes. Et la vraie question, c'est pas comment je tiens, comment je vais faire pour tenir ces prochaines années, ni comment je me ménage, comment j'optimise. C'est pas ça les vraies questions. C'est qu'est-ce que mon système nerveux, je vous l'ai bassiné aujourd'hui, qu'est-ce que mon système nerveux a besoin de stimuler réellement ? Et qu'est-ce qu'il doit dégager ? Parce qu'il y a des choses qui doivent virer.
Et c'est là où on va rentrer dans de la mécanique. Parce que sans comprendre comment ton système nerveux il encaisse et il récupère, tu vas continuer à faire des arbitrages comme ça au feeling, un petit peu, à la one game. Et le feeling, à 30 ans, 40 ans, avec 3 entraînements intenses derrière toi, avec 3 entraînements, avec 3 années de plus, ou 5 ou 10, tu as 10 ans d'expérience, tu as 3 ans, tu as 5 ans, et ben le feeling il est plus très fiable. Et il est biaisé surtout par l'habitude et par ce que tu as fait ces dernières années où tu prends pour appui exemple une situation où tu étais différent de celle d'aujourd'hui. Tu n'es plus la même personne. Et tu vas continuer à programmer comme si tu étais un mec qui a 25 ans, comme si tu étais ton toi à 25 ans. Or aujourd'hui, tu en as 30, 35, 40, etc. Tu n'es plus pareil. Alors bon, forcément, petite partie sur la mécanique. Je vais pas faire un cours de physio, je vous rassure. On va pas faire un cours magistral. Mais il y a des trucs que vous devez piger quand même, parce que sinon ça fera pas sens. Voilà, je suis un petit peu obligé de passer par là. J'ai essayé de découper et de me dire ça, si je leur dis, je vais vous perdre. Mais je pense que globalement, je vais pas vous perdre, ça va aller. Donc l'idée, c'est que vous chopiez ces trucs et on regardera plus jamais forcément la séance, la semaine d'entraînement de la même façon si on comprend au moins ces grands principes. Déjà, il est important de différencier deux choses, c'est la fatigue périphérique et la fatigue centrale. Quand tu fais une séance dure, ton corps, il va fatiguer sur ces deux niveaux. C'est des niveaux qui sont complètement différents. La fatigue périphérique, c'est ce qui se passe dans le muscle. C'est la déplétion du glycogène musculaire, des micro-lésions, l'accumulation de métabolites, lactate, les ions plus, phosphate et compagnie. Et ce que tu sens comme des courbatures, de la raideur, on y est, c'est là-dedans. Cette fatigue, elle se résout vite. Elle va mettre 24-48 heures avec un sommeil correct, une alimentation adaptée, une bonne hydratation, etc. C'est mécanique, c'est local, c'est gérable, c'est pas farfelu. Et la fatigue centrale, qu'on a plus citée aujourd'hui, elle, par contre, c'est différent. On va être au niveau du système nerveux central ici. Et donc, on va parler plutôt de ta cervelle, de ta moelle épinière, de toutes les voies qui descendent vers les muscles. Et quand tu pousses fort, ton système nerveux, il doit envoyer des signaux ultra rapides et précis. Une fameuse réactivité, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Et ce, pour recruter le maximum d'unités motrices en synchronie. Et cette demande nerveuse, elle coûte. Et elle coûte cher, des fois. Et le piège, c'est que la fatigue nerveuse, tu la sens pas. Tu la sens pas vraiment. Elle fait pas mal, cette fatigue nerveuse. C'est pas des courbatures qui sont dans le cerveau. Si vous avez des courbatures dans le cerveau, il faut consulter. Elle se manifeste par une baisse de force max, mais sans forcément avoir les courbatures qui vont avec, une perte de vitesse, une perte de réactivité, une perte de précision technique peut-être, une baisse de motivation et un sommeil de moins bonne qualité. Oh, bah tiens, c'est nos 6 signaux de départ. Et surtout, la fatigue centrale, elle va vous mettre, et là, c'est pas pareil, 48 à 100 heures à peu près pour récupérer après un gros stimuli. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas 24 heures. Et parfois, ça peut même être plus que ça. Et personne te le dit parce que personne ne vous l'apprend, c'est normal, ça fait pas partie des connaissances de base. Mais en plus, on la voit pas, et c'est ça le pire. C'est pas quelque chose qui est quantifiable facilement, qui se sent. Et la conséquence pratique que tu as derrière, c'est que si tu programmes ta semaine comme s'il n'y en avait pas, ou que tu programmes ça que sur ta fatigue périphérique, ta fatigue musculaire, et tu te dis, vas-y, j'ai plus de courbatures, je me sens bien, je peux y retourner. Et du coup, tu fonctionnes qu'à ce feeling-là. Du coup, tu programmes uniquement qu'avec la moitié de tes capacités, avec la moitié de la face visible de l'iceberg, on va dire. Et encore, peut-être que l'iceberg est beaucoup trop gros en dessous au niveau de la dette. Et du coup, au final, tu prends les choses qu'à moitié en compte. Alors, le point numéro 2, et ce pourquoi certains entraînements vont vous coûter beaucoup plus cher que d'autres. J'en avais parlé tout à l'heure, il faut un peu préciser. Tous les entraînements, ils taxent pas le système nerveux de la même façon. Petite pause express pour te dire que ce podcast est réalisable grâce à mes suivis personnalisés, que ce soit en entraînement, en nutrition, à l'ancienne comme mon premier métier, ou alors les deux en suivi complet. Pour en savoir plus, si ça t'intéresse, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à aller regarder la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et c'est ce qui rend le coaching hybride, crossfit, prépa physique en général plus délicat, qui demande plus de temps qu'un coaching en musculation.
parce que c'est plus technique. C'est cette raison-là. Par exemple, on prend une séance de force pure. Donc le 5x5 au squat qu'on a dit tout à l'heure, 5 séries de 5 reps. 5 efforts maximaux. Chacun, ils prennent 20 à 30 secondes de mouvement. Et on va mettre 2, 3, 5 minutes de repos entre chaque série. Ton système nerveux, 5 minutes beaucoup, mais voilà. Ton système nerveux, il encaisse des pics qui sont très courts, comme on a dit, 20-30 secondes. Et chaque pic, il a un vrai temps de récupération partielle. Tu finis potentiellement sensiblement cuit, mais ton système nerveux total, ciblé et limité dans le temps, n'est pas non plus si énorme que ça. Alors qu'un cardio continu en zone de longue, par exemple, donc un cardio qui est sensiblement chill, à intensité un peu modérée constante, lui, il a un coût nerveux qui est faible. Mais tu te demandes, et tu ne demandes jamais d'ailleurs à ton système nerveux un recrutement maximal sur ces efforts-là, et c'est normal. Par contre, si on prend le Metcon, de style CrossFit, workout, etc., WOD, HIIT et compagnie, tu cumules tout, on est sur un global, et c'est l'intérêt de ce type d'entraînement-là. On a un recrutement musculaire qui est très élevé, en continu pendant 10-20 minutes, et avec parfois une certaine précision technique, il faut être concentré, sous fatigue bien sûr, c'est le principe. Et un thruster par exemple qui est propre quand tu es essoufflé, il devient plus difficile et il a un défi nerveux qui est énorme à ce moment-là. Je dois rester concentré, je dois garder mon mouvement, je dois rester élastique. Il y a l'acidose lactique qui vient altérer ma transmission neuromusculaire, mon cortisol il est en train de cramer mes jambes. Et ça reste élevé 60-90 minutes après l'effort. Si un jour vous avez fait un vrai WOD workout où vous avez donné votre vie, vous avez tout donné, souvent vous êtes au sol à peu près 1 heure après. Ça montre vraiment, par exemple, voilà, c'est très spécifique, mais si jamais il y en a qui ont déjà fait des WOD de qualif ici, là je parle vraiment à très peu de personnes ici, mais c'est ce que vous avez dû ressentir en allant aussi loin de vous-même. Et le format ici, il nous demande à chaque fois de la force, de la vitesse, de la technique, de l'endurance, sous fatigue croissante, parce qu'on est de plus en plus fatigué au fur et à mesure que l'entraînement avance, que le WOD avance, le Metcon, etc. Et conséquence, si vous en faites 3-4 par semaine des Metcon, en pensant que ça équivaut à 4 séances de force, bon alors là, vous vous fourrez les doigts dans le nez. C'est exactement comme ça qu'on sous-estime le système nerveux, euh, franchement, avec une échelle bien supérieure. Et c'est exactement pour ça qu'il y a plein de personnes dans le CrossFit, dans les hybrides, etc., qui se disent c'est bon, je fais les cours, c'est plus tranquille, je prends soin de moi, etc. Mais pas forcément, parce que des fois, on se met encore plus cher dans les dents à 30, 32 ans, 35 ans, etc. Alors qu'un powerlifter ou un coureur pur, il va tenir sans problème jusqu'à 40 sur le même volume musculaire. Il n'aura pas forcément besoin de modifier son volume horaire. Le truc aussi que personne intègre dans son entraînement, euh, c'est que ton système nerveux, il ne distingue pas le stress professionnel du stress d'entraînement forcément. Ça, c'est le point suivant. C'est qu'on va parler aussi du cortisol. C'est que à ce niveau-là, c'est à peu près tout dans le même bassin. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Elle est libérée en réponse à toute demande adaptative. Tu en as au niveau physique, par exemple, on l'a dit, au niveau émotionnel, en fonction de ce qui arrive dans ta vie, au niveau cognitif. Et une journée de boulot qui a été peut-être intense, avec des deadlines, des conflits, bref, le taf, quoi. C'est un pic de cortisol. Il y a du cortisol avec ça. Et un entraînement qui est intense, c'est aussi un pic de cortisol. Et ton corps, il a un peu un seuil de cortisol total qu'il peut gérer en restant fonctionnel. Et donc, lorsque vous passez en mode dégradation, qu'est-ce qui va bouger? Vous allez avoir un sommeil qui va être plus perturbé, une récupération qui va être alternée, vous allez retrouver une immunité qui va baisser, et quatrième élément, voire d'autres, synthèse protéique aussi qui va être freinée, hein, moins bonne gestion de la synthèse des protes. Et pour un cadre, quelqu'un qui finit sa journée stressé à 19h, qui enchaîne sur un Metcon à 19h30, son système nerveux, il reçoit un cumul de cortisol qu'il n'aurait pas forcément eu à la normale si la même séance avait été faite par exemple à 7h du matin, avant le boulot. Et plus encore, le cortisol chronique élevé sur plusieurs semaines, il a des effets directs, dont 2 majeurs sur la performance.
Déjà, il bloque partiellement la synthèse protéique, comme on l'a dit. Il entraîne, mais il construit moins bien. Ça, c'est très problématique quand même. Et il ralentit la récupération du système nerveux entre les séances. Donc, on va cumuler une fatigue centrale qui va être plus facilement, surtout accumulée plus vite. Donc, en termes de conséquences pratiques, en gros, un gars qui, dans un boulot peu stressant, pouvait tenir 5 séances intenses par semaine, si ce même gars, on le met sur un boulot qui est stressant, là, il va en tenir que 3. Et pas parce qu'il est plus faible, mais parce que son budget cortisol, il est déjà bien entamé, il est plus important, et ce, avant même d'entrer et de mettre les pieds à la salle. Ensuite, élément suivant qui influe sur notre situation, c'est que quelqu'un qui a 32 ans dans le CrossFit, dans X, Y, dans sa pratique sportive, c'est pas pareil que quelqu'un qui a juste 32 ans. Pourquoi ? Et c'est là où on arrive à un truc important, je trouve, dans cet épisode que j'avais amorcé dans l'introduction. Ton âge nerveux, c'est ton vrai âge d'entraînement, mais c'est pas ton âge civil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une fonction de 3 variables. Déjà, il y a ton âge. Ensuite, il y a ton intensité moyenne. Et ensuite, il y a tes années cumulées à cette intensité-là. Et concrètement, ça veut dire que 2 mecs qui ont 32 ans, ils peuvent avoir des âges nerveux qui sont différents. Par exemple, on prend un premier gars, il a 32 ans, il a commencé la muscu à 28 ans. Il fait 3 séances par semaine en hypertrophie, modérée on va dire. Il n'a jamais fait de compétition. Son système nerveux, il a accumulé 4 ans de stimulus modéré. Et son âge nerveux, c'est probablement autour des 30 ans. Le mec numéro 2, 32 ans. Lui, il a fait du rugby de ses 12 à ses 24 ans. Il a joué avec le club. Et il a fait du crossfit en même temps. Il s'y est mis, il fait du crossfit intensif. Et ce, depuis 8 ans. Donc il a 32 ans aujourd'hui. Ça fait 2-3 ans, il fait des compétitions amateurs, locales par an. Il en fait 2-3. Il fait 5 séances par semaine. Et il fait à l'intérieur 3 metcon qui sont à bonne intensité, quoi. Il s'envoie. Et son système nerveux, lui, ici, il a accumulé 16 ans de stimulus à haute intensité. Pas quelques-uns. Et avec très peu de fenêtres de récupération entre, parce qu'il a accumulé. Et son système nerveux, lui, par contre, il est plus probablement autour des 42 à 45 ans. Or, il en a 32 aujourd'hui, il a 32 ans. C'est pas la même chose que son âge physique. Et quand le mec B, il se dit « je vieillis », et il sent les signes de fatigue, en fait, il n'a pas tort en termes de ressenti. Les signes, ils sont là. Mais il fait une erreur d'attribution. Il vieillit pas, il a juste un âge nerveux qui ne correspond pas à son âge civil. Et c'est réversible. Alors, d'accord, on l'a vu aujourd'hui avec tous les éléments que je vous ai cités. C'est pas une situation où on est coincé. Ça ne veut pas dire qu'il aura 10 ans de plus que l'âge qu'il ne fait. À condition, par contre, qu'il restructure son entraînement pour son vrai âge, sa vraie réalité, et pas pour l'âge qu'il a sur sa carte d'identité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le podcast, il ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont 40 ans, etc. Pour moi, ce podcast, il s'adresse à tous ceux qui vont vers la trentaine, et plus, bien sûr, du coup aussi. Mais il s'adresse aussi à quelqu'un qui a 32 ans, à quelqu'un qui a 27 ans et qui va avoir besoin de changer ses entraînements et d'y réfléchir avec le temps, et qui a de l'intensité derrière lui. Voilà. Ton système nerveux, lui, il s'en fout de ta date de naissance. Il n'a rien à foutre de ton corps. Il n'y a pas une date de péremption. C'est un stimulus qui est cumulé et qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on a les mécaniques. Donc ça, on a pu le voir ensemble. On va plutôt passer à la pratique. Et là aussi, je vais vous donner des ajustements. On fait comment, Julien ? Donc l'idée, c'est pas que je vous donne des tips, mais plutôt des restructurations. Parce qu'on n'est pas là pour colmater, comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple des pansements. Chacun a un pourquoi, chacun a un comment. On est différents, il y a des erreurs à éviter. Voici comment on ajuste. Déjà, premièrement, je vous invite à toujours garder de l'explosivité. On a donné l'exemple tout à l'heure de la personne qui ne la gardait pas. Oui, il faut en garder, mais courte. Comment on voit ça ? Déjà, pourquoi en premier ? Parce que les fibres rapides de type 2, ce sont les premières à déconditionner quand on baisse en intensité. On a vu en 3-4 semaines, ça se déconditionne. Tu peux garder ton endurance pendant des mois,
et garder une endurance plutôt correcte, mais ta force max, elle perd. Et l'explosivité qui va avec. Je vous prends l'exemple d'un coaché en ce moment, un bon ami aussi, que je suis en ce moment dans sa récupération. Il vient d'être papa, il a eu un chien, etc. Bref, il était très occupé, il ne s'est pas entraîné depuis 6 mois. Et il avait atteint à peu près 160 kilos sur son deadlift. On a fait une reprise, on l'a refait tester en ce moment. Il en passe 140. Donc il a perdu ces éléments-là, alors que côté cardio, il n'a pas trop déconditionné. L'explosivité, elle s'est perdue. Et on l'a vu, ça se perd rapidement. Et c'est ce qui te fait perdre ton effet ressort. Le piège classique, c'est de dire et de confondre intensité et explosivité. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, un mouvement de type thruster à 60% de son max sur un 21-15-9, c'est lequel ça? C'est Fran. C'est intense, mais c'est pas explosif. Au-delà de 6-8 reps, peu importe la charge, tu n'es plus vraiment dans un régime de vitesse max, tu es plus dans une endurance de force. Et c'est utile pour autre chose, bien sûr. Mais ça ne préserve pas ta capacité à recruter les fibres rapides en synchronisé. Et le vrai format, quand tu as plus de 30 ans avec un âge nerveux qui est élevé, c'est des séries qui sont très courtes, 2 à 5 répétitions max, des charges modérées à élevées, 50, 60%, 75% du max, parce que l'objectif, c'est la vitesse de la barre. C'est pas forcément la charge en elle-même. Les repos, ils doivent être suffisants, 2 à 3 minutes entre les séries, parfois plus. Le focus mental sur la vitesse de la phase concentrique, il doit être là, et pas sur l'effort en lui-même. Le système nerveux, il doit être frais. Et jamais en fin de séance, jamais après un Metcon, je suis là et je me rajoute encore une couche. Donc si vous voulez du concret en termes d'exemple, ça peut être par exemple avec des trucs qui marchent pas mal, ça peut être des séries de broad jump avec des minutes de repos, donc je travaille un peu ma pliométrie. Ça peut être des séries de power clean et je travaille mon épaulé avec une charge à 70% et je me focus sur la vitesse de ma barre, je mets de la patate dedans. Ça peut être un 6x3 push press et je le fais en sorte qu'il soit explosif à 60% par exemple de mon ARM. Ça peut être des séries de 5 à 3 répétitions de box jump à une hauteur moyenne, mais sur lesquelles je me focus sur la réactivité. Là ici, à chaque fois, vous avez vu, je vous ai parlé de vitesse et de réactivité à chaque fois. Et la fréquence idéale pour ça, c'est 1-2 fois par semaine, en début de séance, après un échauffement complet, 10 à 15 minutes de travail effectif, pas plus, on se met dedans. Et l'erreur que je vois très souvent, franchement je dirais 90% du temps, c'est des gens qui se mettent dans l'explosif dans le WOD direct, avec un 21-15-9, je sais pas, power clean, poke jump, hop là c'est parti, je m'envoie une caisse aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui va entretenir ma vitesse. C'est faux, sous fatigue ton recrutement il est dégradé, ta technique elle va baisser, et tu crois que c'est du faux explosif. Alors qu'en réalité, t'es vraiment pas explosif à la fin de ça, soyons honnêtes. Et tu cuis ton système nerveux en plus, sans préserver ce que tu voulais préserver à la base. Ce pourquoi tu es en train de faire ce choix de base. Deuxième ajustement que je vous invite à faire, c'est de tuer les volumes absurdes sous fatigue. Le volume, c'est un levier. J'en ai parlé hyper souvent sur le podcast, c'est un levier principal et majeur d'évolution physique. C'est souvent celui qui est très mal géré par les sportifs hybrides. La plupart des sportifs, ils définissent leur semaine avec un nombre de séances et le total horaire. Voilà. En gros, c'est comme ça que les gens organisent. Alors, c'est pas un mauvais marqueur, mais il y a mieux. Et déjà, il y a la qualité du volume. Un volume absurde, au sens où je l'entends, bien sûr, c'est un volume effectué sous fatigue centrale, mais où je fais attention à ma technique, parce que sinon elle peut être dégradée du coup. Je fais attention à ma vitesse qui peut être réduite, au coût nerveux qui peut être disproportionné par rapport au gain d'adaptation. Et il y a différents moyens de le voir, de savoir. Hein. Si vous êtes en zone rouge, vous pouvez faire un premier test déjà, c'est de dire, ok, si je dois forcer mentalement pour finir une série que je finissais facilement une semaine dernière, à charge égale, zone rouge. Autre test, si votre vitesse de barre sur un exercice de référence, disons un push press à 70%, est visiblement plus lente que d'habitude, attention. Autre test qui peut vous donner un exemple. Vous sentez que vous devez vous arrêter, mais vous voulez en finir. Voilà, vous êtes en zone rouge. Et vous êtes un peu dans cette règle des 80%. Un truc qu'on retrouve en nutrition. Si tu sens que ta séance, elle va être à 80% ou moins de tes capacités actuelles,
L'option intelligente, c'est pas de dire je la fais à 80%, je vais jusqu'au bout du curseur. C'est de la transformer. C'est de dire, ok, plutôt que de faire ma séance prévue à 70%, à 85%, je la fais à 70%. Et tu fais une séance de qualité technique avec des mouvements à 50, 60%. Je me focus sur une exécution qui est propre. Je contrôle mes tempos. Je mets des séries courtes. Bref, je stimule ma technique sans creuser la dette nerveuse dans laquelle je rentre avec un objectif de session positive. Je rentre, je suis content, plutôt que de crever. Et au lieu d'une session médiocre, j'ai fait une session utile. Et si on peut donner un exemple, par exemple, sur une semaine de 5 séances pour quelqu'un qui est plutôt hybride, avec 5 ans d'ancienneté, d'intensité derrière lui, il faut 2 séances de qualité haute, où on va travailler peut-être un peu d'explosivité, comme on l'a dit, et de la force. Ensuite, une séance, oui, Metcon, mais pas forcément trop longue, 10-12 minutes max. Une séance technique modérée, et une séance de capacité aérobie, par exemple en zone 2, on y reviendra. Et ce qui va plutôt être à supprimer, c'est trop de Metcon, 3 par semaine. Les Metcon longs systématiques, pardon. Donc là, typiquement, un truc de 60 minutes, je m'envoie dans les dents. Et les séances où, parce que faut faire ma séance. Ça n'a pas d'intérêt. Et conséquence, en 6-8 semaines, on a un volume horaire qui a baissé de 15-20%, on a du temps pour faire autre chose, on a des perfs qui sont supplémentaires qui montent, pas parce qu'on a moins fait, mais parce qu'on a mieux fait. Ajustement numéro 3 que vous pouvez faire, c'est de faire de la vraie zone 2. On en a parlé juste avant, mais pour la bonne raison. La zone 2, c'est à la mode. Hein. On en parle de partout, j'en ai parlé plusieurs fois sur le podcast. La plupart des sportifs l'ajoutent en pensant que c'est du cardio. Ça peut être vrai pour ceux qui n'ont aucune expérience du cardio. C'est techniquement du cardio. Mais c'est aussi un petit peu un mauvais outil de compréhension. Déjà, la zone 2, pour un hybride sous fatigue centrale, ne sert pas à faire vraiment que du cardio. Il sert à ajouter du bornage, du volume. Tu as déjà du cardio dans tes Metcon en soi. Il sert aussi à être comme un outil de réparation du système nerveux. Oui. Et de développement des mitochondries. Donc ça reste quand même très intéressant, précisément la zone 2. Donc intensité faible, je précise, très important de la respecter, sinon on n'est pas sur une zone 2. 60-70% de la FC max. C'est un niveau où vous pouvez tenir une conversation. Il produit différents effets que les séances intenses, elles ne vont pas produire. Et ça, c'est le gros avantage. On a parlé juste avant, c'est la densification mitochondriale. Donc à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça vous permet d'augmenter la quantité et la qualité des mitochondries dans vos fibres lentes et dans les fibres rapides de type 2. Plus de mitochondries, c'est une meilleure capacité à utiliser le lactate comme carburant. Donc aussi une meilleure récupération entre les séries dans les futurs Metcon. C'est pour ça que j'en parle souvent sur le podcast, parce que c'est quand même extrêmement avantageux à travailler. Ensuite, ça va vous permettre aussi une meilleure activation du système parasympathique, donc un meilleur mode de récupération, parce que quand vous faites 45-60 minutes en zone 2, en intensité vraiment basse, on active ce mode, et donc on va favoriser la baisse de cortisol et la récupération nerveuse. C'est l'inverse d'un Metcon qui, lui, plutôt va venir flamber le sympathique. Et ensuite, on va aussi améliorer la flexibilité métabolique, parce que ici, votre corps, il apprend à mieux utiliser les graisses comme carburant à intensité modérée, ce qui économise votre glycogène pour les efforts vraiment intenses. Et donc ça, vous pouvez l'intégrer sans forcément tuer vos séances dans la semaine en soi. Parce que ça, c'est une séance dans la semaine. J'y passe 45-75 minutes, intensité vraiment basse, à vélo, en course à pied, en marche selon votre état physique, sur un rameur. Voilà, après, course à pied, allez-y mollo si vous êtes vraiment débutant. Il faut vraiment s'y mettre petit à petit. La course à pied, c'est quand même très traumatique. Un jour idéal après une jour off, par exemple, après une journée off complète, ça peut être intéressant. Ou en récup active, après 24 heures après une grosse séance, ça peut être pas mal. Mais jamais le jour d'une séance intense. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et un test pour savoir si vous êtes vraiment en zone 2, vous pouvez tenir une conversation complète et vous pouvez respirer uniquement par le nez. Si jamais vous n'avez pas de montre, c'est comme ça que vous pouvez à peu près le voir. Et sinon, vous découpez. Si vous êtes trop haut, n'hésitez pas à marcher. Prendre du temps pour récupérer et revenir vraiment dans votre zone 2. Il y a beaucoup de gens qui font de la zone 3 en pensant être en zone 2.
Et l'erreur souvent aussi qu'on voit, c'est que ouais, les gens ils tapent à 75-80% de leur FC max, et c'est pas de la zone 2, ils vont trop haut, et du coup ils n'ont pas les bénéfices qu'on vient de citer qu'on voulait à la base. Donc c'est vraiment dommage. Et du coup, eux, par contre, ils ajoutent du stress modéré à un système nerveux qui était déjà saturé, donc là c'est encore pire. Donc bref, respectez-la. Ensuite, je vous invite aussi à faire 2 séances qualitatives au lieu de 5 moyennes. On va essayer de se concentrer sur 2 belles séances dans la semaine. Le dernier ajustement, on va dire, c'est probablement aussi le plus dur à accepter mentalement. Parce qu'il faut se dire que c'est 2 séances qui vont être superbes plutôt que 5 et qui sont moyennes. Parce que la réalité des choses nous rattrape. Mais c'est un facteur qui est très puissant parce que avec un système nerveux, un âge nerveux qui est élevé, quand on a accumulé, la semaine optimale, c'est pas 5 séances réparties, c'est plus 2 grosses séances de très bonne qualité, où je suis très concentré, j'ai de la disponibilité, et c'est 2-3 séances de soutien dans la semaine qui vont venir avec une intensité contrôlée, alimenter notre performance sur nos séances principales. Alors déjà, la progression qui vient de ces séances, où on approche des capacités maximales, c'est la réalité des choses, donc c'est quand même important d'y être. Et c'est pas des séances moyennes qui vont nous amener là. Ensuite, une séance à 90% qui dure 50 minutes, ça crée souvent beaucoup plus d'adaptation qu'une séance où je suis à 75% et elle va durer 1 heure et demie. Elle va demander, bien sûr, un système nerveux qui est frais, sauf que c'est pas la réalité, et donc du coup, bah, ça le fait pas. Et du coup, bah, forcément, il faut une vraie récupération derrière. Et si tu programmes 5 séances fortes dans la semaine, sur le papier, statistiquement, il y en a peut-être 3 d'entre elles qui seront faites avec une vraie fatigue résiduelle. Bah, en gros, ça veut dire que tu as 3 séances médiocres en qualité qui creusent la dette de fatigue, où tu vas pas à fond réellement, et sans produire d'adaptation max. Et si tu programmes par contre ces 2 séances fortes, et tu mets 2-3 séances de soutien à côté, bah, tu protèges tes 2 séances clés dans la semaine, qu'on peut appeler un peu des hard days, qui arrivent avec un système nerveux qui est frais, sur lequel tu vas être vraiment fort, sur lequel tu vas chercher à vraiment progresser, et tes séances de soutien, elles vont servir leur rôle, entretenir, améliorer la technique, améliorer les capacités aérobie, sans avoir un coût supplémentaire. On prend un exemple de semaine. Quelqu'un qui a, je sais pas, 32 ans, 5 ans d'intensité, voilà, on prend le même exemple que tout à l'heure. Boulot exigeant. Un jour 1, on va lui dire, ok, tu as une séance forte 1. Ici, aujourd'hui, on va travailler l'explosivité courte, dont on a cité tout à l'heure, on va travailler de la force en compound, donc je sais pas, du squat, du deadlift, 3, 4 séries par exo, avec, je sais pas, 3 à 5 répétitions, voilà. Donc, par exemple, un SBD. Mardi, une séance de soutien où on va travailler de la technique modérée, de la mobilité, de l'accessoire. Le mercredi, off complet ou zone 2. Voilà, zone 2 qu'on a dit, bah voilà, ça peut être le bon moment. Et là, du coup, ça nous permet de revenir sur une 2e séance qualitative forte de la semaine, le jeudi. Voilà, hot compound, compound lift, Metcon court à la fin de cette séance, 8-12 minutes de qualité. Le vendredi, séance de soutien, du coup, vous avez compris l'alternation, enfin, comment j'alterne. Séance de soutien, accessoires, gainage, mobilité, etc., technique. Et le samedi, ça nous permet de placer peut-être une autre séance d'endurance, zone 2 ou autre, plus longue, et dimanche, repos. C'est un exemple, mais ça nous permet de voir comment concrètement je mobiliserai ça. L'erreur que je vois souvent, c'est que les gens sérieux, ils n'arrivent pas forcément à descendre à 2 séances fortes. Je sais que c'est dur mentalement, parce qu'ils ont peur de perdre, mais en réalité, c'est beaucoup plus efficace que de rester à 4-5 moyennes, comme je le disais tout à l'heure. C'est exactement ce qui vous empêche souvent de progresser, parce que aucune de ces séances n'est faite dans un état nerveux optimal, et donc ça ne mène à rien. Et faites un test simple. Si sur votre programme actuel, vous arrivez à identifier la meilleure séance de la semaine, celle où tu as vraiment performé, bah maintenant identifie tes 2 pires et où elles sont placées. Et demande-toi si je supprimais ces 2 pires séances, est-ce que je perdrais vraiment quelque chose? Ou est-ce que je ne permettrais pas à la meilleure séance d'être encore meilleure? 9 fois sur 10, je suis quasi sûr, soyons honnêtes, tu vas me dire oui. Donc, vous savez comment jouer. Donc, votre âge nerveux, je le répète, c'est pas un âge civil, c'est quand même différent, surtout en fonction de votre pratique. C'est en fonction de votre intensité.
Et si tu t'entraînes intensément depuis 4, 5, 8 ans, ton système nerveux n'a probablement pas le même âge exact. Et les signes que vous pouvez ressentir sont là, ceux qu'on a cités, de la technique qui part, de la force mais avec lenteur, de la récupération qui est longue entre les séances, un sommeil qui ne répare pas suffisamment, je me réveille fatigué, la motivation en baisse, des petites blessures qui traînent et qui s'accumulent. Et ça, c'est pas forcément des signes de vieillissement, mais ce sont souvent des signes de fatigue centrale chronique. Et c'est mécaniquement réversible, comme on l'a vu aujourd'hui. On n'est pas coincé. Donc les 3 mauvaises réactions aussi qu'on a citées, c'est ne serrez pas les dents, il faut ajuster, n'abandonnez pas, ne faites pas du body positive, restez concentré, c'est pas la fin du sport, et ne devenez pas des bricoleurs avec des pansements à gogo pour combler un problème énorme. Là ici vous avez raté votre cible. La bonne réaction, comme on l'a vu, c'est restructurer, c'est de garder de l'explosivité courte et propre dans vos séances, de tuer les volumes absurdes sous fatigue, d'ajouter de la zone 2 qui va vous faire vraiment du bien, et de réduire à 2 grosses séances qualitatives par semaine au lieu de 5. Et peut-être qu'à un moment donné, ça ira super, vous pourrez repasser à 3. Et surtout, le truc le plus important, c'est arrêter de programmer comme si vous aviez encore 25 ans. Ce n'est plus le cas, vous n'êtes plus la même personne. Donc, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'éléments aujourd'hui, parce que c'est un podcast qui a pris du temps. À l'écriture, il m'a pris pas mal de temps, donc n'hésitez pas, si je vous ai aidé un petit peu aujourd'hui, à m'aider en retour sur le podcast. Like, un commentaire, écrivez-moi n'importe quoi, il fait beau aujourd'hui, dites-moi combien il fait de degrés chez vous. Faites-moi un petit message, ça m'aidera énormément. Merci à ceux qui s'abonnent aussi. Bref, merci à ceux qui soutiennent, et j'espère que votre système nerveux s'en gardera bien après ces épisodes où on aura un peu bassiné la récupération et comment optimiser de ce côté-là et éviter de se flinguer, parce que finalement ça coûte très cher, et que vous puissiez avoir un stimuli intelligent globalement sur vos séances. Écoutez, moi c'était un plaisir, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui me concerne, parce que moi personnellement aussi j'ai passé les 30 ans, donc c'est pareil, je peux plus m'entraîner comme si j'avais 20 ans, donc on adapte. Et surtout, c'est pareil, j'ai de la bouteille, je m'entraîne à haute intensité depuis mes 16 ans, 18 ans surtout, donc voilà, ça commence à faire longtemps que je m'entraîne 5 à 10 fois par semaine, donc je connais très bien le sujet du coup, et forcément je m'y suis préparé, et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Pour ma part, écoutez, je peux pas vous dire si l'Aerox s'est bien passé, parce que je fais cet épisode avant l'Aerox, donc j'enregistre en avance. Donc je vous raconterai en mois de juin ce qui devient de moi. En tout cas, mon pouce se soigne bien, et je commence à réutiliser mon pouce correctement. Et l'Aerox, on verra, je vous raconterai ça au prochain épisode, parce que du coup je ne l'ai pas encore passé, mais je vous raconterai. Merci pour vos petits messages sur le dernier épisode. On se retrouve pour le prochain podcast, comme je l'ai dit, au mois de juin. Au plaisir de vous raconter une nouvelle aventure. Merci pour votre écoute. À bientôt. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir, et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves, afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive, et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne, et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine, parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices, et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières, et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats, et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble.
contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.